Quand on pense à Gustave Eiffel, on pense à une tour. Haute, métallique, majestueuse. Mais derrière ce chef-d'œuvre d'ingénierie, il y a un homme que l'histoire a trop souvent réduit à une silhouette d'acier. Gustave Eiffel, c'est bien plus qu'un monument. C'est une vision, un pari fou, une lutte contre les vents, les dogmes, et même les scandales. De Dijon à l'exposition universelle de 1889, cet ingénieur a façonné le paysage du monde. Des ponts suspendus au-dessus de fleuves trop larges, des gares, des dômes, des viaducs défiant la gravité, et enfin, une tour qui allait dominer Paris et l'éternité. Mais qui était vraiment Eiffel? Comment a-t-il su transformer le fer en poésie? Pourquoi a-t-il été autant applaudi, que trahi? Et quel héritage laisse-t-il au monde de la science, de l'architecture, de l'audace? Accrochez-vous. Aujourd'hui, nous allons traverser le fer et le vent pour redécouvrir l'homme derrière la légende. Alexandre Gustave Eiffel naît le 15 décembre 1832 à Dijon, dans une famille modeste d'industriels. Son père travaille dans la production de charbon de bois, sa mère, femme de caractère, gère l'entreprise avec rigueur. Mais c'est chez son oncle chimiste que le jeune Gustave découvre sa passion pour les sciences. Alors que les autres enfants rêvent de devenir soldats ou notables, lui se perd des heures dans les dessins techniques, les équations, les maquettes. Dès l'adolescence, il se distingue par une curiosité insatiable. Il ne se contente pas de comprendre les choses, il veut les démonter, les réinventer, les rendre plus légères, plus efficaces, plus solides. La rigueur bourguignonne dans l'âme, il poursuit des études brillantes, d'abord à l'école centrale de Paris où il se spécialise en chimie. Mais déjà, c'est la construction métallique qui l'attire. Le fer, ce matériau encore sous-estimé, devient pour lui un terrain de jeu sans limite. Il débute sa carrière non pas dans des bureaux feutrés, mais sur les chantiers, casque sur la tête et bottes dans la boue. De Bordeaux à Pau, il observe les ponts, les charpentes, les structures qui défient les éléments. Il comprend vite que l'avenir appartient à ceux qui oseront marier la science à l'audace. Tandis que la France se modernise, Gustave Eiffel, encore inconnu, affine sa vision du progrès, un progrès qui doit reposer sur la précision, la beauté, mais surtout l'utilité. Dans ce jeune homme calme aux yeux perçants, se cache déjà l'homme qui changera la silhouette de Paris et l'histoire de l'ingénierie. À seulement 26 ans, Gustave Eiffel obtient sa première grande responsabilité, il dirige la construction du pont ferroviaire de Bordeaux, un projet colossal pour l'époque. Là, il démontre déjà un sens de l'innovation hors du commun. Au lieu de méthodes classiques lentes et coûteuses, il conçoit un système de caissons à air comprimé pour bâtir les fondations dans la Garonne. L'ouvrage est livré en avance, salué par les ingénieurs, et surtout, par le ministère. Ce succès ouvre les portes d'une carrière fulgurante. Eiffel fonde sa propre entreprise et enchaîne les projets à travers la France, puis le monde. Il érige des ponts suspendus, des viaducs, des gares, des hangars, tous conçus avec un sens du détail, une maîtrise de la légèreté et une précision mathématique qui deviennent sa signature. Mais Eiffel ne bâtit pas seulement des structures. Il apprivoise les éléments. Il étudie la résistance au vent, la répartition des charges, la souplesse des matériaux. Le viaduc de Garabit, en courbe élégante au-dessus du vide du Cantal, est une révolution à lui seul, sa structure en arc, tout en métal, semble flotter dans l'air, défiant la pesanteur. Dans l'univers encore figé de l'architecture du XIXe siècle, Eiffel fait figure d'ovni. Il pense comme un scientifique, dessine comme un artiste, et exécute comme un chef de guerre. Son ambition? Mettre la science au service du beau et du fonctionnel. Il veut des structures légères, solides, capables de résister aux vents les plus violents et aux charges les plus lourdes. Peu à peu, son nom devient une référence dans les écoles d'ingénieurs du monde entier. Il est l'homme du fer, mais aussi du vent. Un visionnaire qui transforme la France, sans bruit. Paris, fin du XIXe siècle. Alors que l'exposition universelle de 1889 se prépare pour célébrer le centenaire de la Révolution française, un appel à projet est lancé pour concevoir une œuvre monumentale. Gustave Eiffel, déjà reconnu dans les milieux industriels, propose ce que beaucoup considèrent comme une folie, une tour métallique de 300 mètres de haut. Un projet titanesque,
jamais tenté auparavant. Dès l'annonce, les critiques fusent. On parle de carcasse de fer, de monstre d'acier, des injures à la beauté de Paris. Des artistes et intellectuels signent une pétition virulente pour demander l'annulation du projet. Mais Eiffel tient bon. Il sait que son œuvre va marquer un tournant, pas seulement pour l'architecture, mais pour l'humanité. Le chantier démarre en 1887, dans un mélange de scepticisme et de curiosité. Près de 18 000 pièces métalliques, 2,5 millions de rivets, 300 ouvriers, un système de montage révolutionnaire en hauteur, tout est calibré, pensé au millimètre. Et surtout, aucun mort sur le chantier, un exploit pour l'époque. En mars 1889, la tour Eiffel est achevée. Elle domine Paris comme un doigt pointé vers l'avenir. Eiffel, qui a investi sa fortune et sa réputation dans ce projet, monte jusqu'au sommet pour y planter le drapeau tricolore. Son discours est simple, je veux prouver que le fer peut être aussi noble que la pierre. La tour devient vite un symbole, une prouesse technique et une victoire contre le conservatisme. Pendant des années, elle sera la plus haute structure du monde. Eiffel, de son bureau au sommet, y mènera plus tard des expériences scientifiques sur l'air, les ondes, la météo. Ce monument, aujourd'hui emblématique, est le fruit d'une vision. Celle d'un homme qui a osé défier le ciel avec de l'acier. Alors que la tour Eiffel le hisse au sommet de sa gloire, Gustave Eiffel ne s'attend pas à la tempête qui s'annonce. En 1889, le scandale financier du canal de Panama éclate. Ce gigantesque projet de percement, lancé par Ferdinand de Lesseps pour relier l'Atlantique au Pacifique, tourne au désastre, mauvaise gestion, corruption, faillite, morts par milliers, et des millions envolés. Eiffel, pourtant simple ingénieur du projet des écluses métalliques, se retrouve entraîné dans le naufrage. Il avait été appelé pour sauver une partie de l'infrastructure par sa maîtrise technique. Mais très vite, il devient une cible facile. L'État cherche des coupables. Son nom, si célèbre, devient utile pour frapper fort. Accusé de malversation, il est condamné à 2 ans de prison et 20 000 francs d'amende. L'opinion publique se divise. Certains le défendent, soulignant son intégrité et son apport au progrès, d'autres voient en lui un symbole de la haute bourgeoisie compromise. Humilié, blessé, Gustave Eiffel fait appel. Et il gagne. Sa condamnation est annulée en 1893. Mais le mal est fait, il quitte définitivement le monde des affaires et des grands chantiers. Ce retrait forcé est vécu comme une tragédie personnelle. Lui qui voulait bâtir pour l'éternité se voit sali, mis à l'écart. Pourtant, il ne se laisse pas abattre. À 60 ans passés, il va transformer cette épreuve en renaissance. Car si on veut l'éloigner des ponts, lui, va se tourner vers les étoiles. Rejeté par le monde des affaires, Gustave Eiffel ne se retire pas pour autant dans le silence. Il se réinvente. Depuis son bureau au sommet de la tour Eiffel, il entreprend une nouvelle vie, celle de scientifique. Car au-delà du bâtisseur, c'est un esprit curieux, passionné de météorologie, d'aérodynamique et de physique appliquée. Il installe des instruments de mesure sur sa tour, qu'il considère désormais comme un laboratoire à ciel ouvert. Il y étudie la pression atmosphérique, la résistance du vent, la chute des corps. Il fait monter des ballons, des baromètres, des pendules. Tout Paris l'observe, le vieil ingénieur ne construit plus, mais il explore l'invisible. Ce tournant scientifique le passionne. Il publie de nombreux articles, échange avec les savants de son temps, et développe une véritable expertise dans l'étude des ondes et des transmissions hertziennes. Sa tour devient alors un site stratégique pour les premières expériences de radiodiffusion. Elle sauvera même sa peau, alors qu'elle devait être démontée après 20 ans, son utilité militaire la rend finalement indispensable. La tour Eiffel reste debout, grâce à la science. Eiffel est aussi un précurseur de l'aéronautique. Il construit dans son jardin de Suresnes une soufflerie, l'une des premières au monde, pour tester la forme des ailes et comprendre la portance. Ces travaux serviront plus tard à l'essor de l'aviation moderne. Jusqu'à ses derniers jours, il reste fidèle à sa devise, comprendre, expérimenter, transmettre. Il n'aura jamais cessé d'explorer le ciel et d'abord avec ses structures,
ensuite avec ses idées. Là où d'autres voient la fin, lui a vu un nouveau départ. Le 27 décembre 1923, Gustave Eiffel s'éteint paisiblement dans son hôtel particulier de la rue Rabelais à Paris. Il avait 91 ans. La presse, unanime, lui rend hommage comme à un monument vivant, un esprit visionnaire qui aura marqué son siècle de son empreinte, en fer et en idées. Son nom, autrefois moqué, est désormais vénéré. La tour Eiffel, qu'on voulait démonter, est devenue l'emblème de la France, un phare dans la nuit, un trait d'union entre l'ingéniosité humaine et l'élévation spirituelle. Mais son héritage ne se limite pas à cette prouesse. Il se prolonge dans chaque pont suspendu, chaque soufflerie d'aéronautique, chaque transmission radio. Eiffel a ouvert la voie à une nouvelle ère, celle de l'ingénieur visionnaire, capable d'unir science, art et audace. À travers ses structures métalliques, il a redéfini le paysage urbain et révolutionné les méthodes de construction. Par ses recherches scientifiques, il a préparé le terrain à des découvertes majeures, de l'aviation à la météorologie. Son influence perdure aussi dans les esprits. Dans les écoles d'ingénieurs, son nom est cité avec respect. Son parcours, de fils de négociant à génie du fer, inspire encore ceux qui rêvent de bâtir l'impossible. Il a montré que les échecs peuvent devenir des tremplins, que l'humiliation peut se transformer en résurrection, et que la grandeur se mesure moins à la hauteur des tours qu'à la portée des idées. Aujourd'hui encore, la silhouette d'Eiffel se dresse dans l'imaginaire collectif. Comme un trait d'acier dans le ciel. Comme une preuve que l'homme peut défier les lois de la gravité, et les gagner. Un siècle après sa mort, Gustave Eiffel continue de rayonner bien au-delà des frontières françaises. Sa tour, dressée au cœur de Paris, est devenue l'un des monuments les plus visités au monde. Mais derrière l'image touristique, il reste une figure tutélaire du progrès, une incarnation du génie à la française. Eiffel, c'est l'ingénieur qui a transformé le fer en poésie verticale. Il a fait entrer les matériaux bruts dans le langage de l'art, défier les sceptiques, et prouver que la technique pouvait être aussi noble que la peinture ou la musique. Partout où il a laissé son empreinte en Europe, en Asie, en Amérique latine, il a exporté une certaine idée de la France, audacieuse, inventive, humaniste. Sa vision n'était pas seulement technique. Il croyait à l'utilité sociale de la science, à son pouvoir d'élever l'humanité. Ses recherches en météorologie ont ouvert la voie aux prévisions modernes. Ses expériences en aéronautique ont inspiré les pionniers du vol. Son engagement pour l'enseignement scientifique, notamment à travers ses financements d'écoles et de laboratoires, témoigne de son attachement profond à la transmission. Aujourd'hui, on ne compte plus les établissements, ponts, avenues ou lycées portant son nom. Chaque génération redécouvre cet homme discret et rigoureux, qui croyait en la force du travail, en l'élégance de la structure et en la beauté du savoir. Dans un monde en quête de repères, Gustave Eiffel apparaît comme un pilier, celui d'un passé solide, d'un présent éclairé, et d'un futur qu'il a contribué à rendre possible. Gustave Eiffel n'était pas seulement un bâtisseur de fer. Il était un bâtisseur de rêves. À travers ses ponts audacieux, ses tours défiant le ciel et ses recherches scientifiques, il a ouvert une voie que peu avaient osé imaginer. Une voie faite de courage, de rigueur, de passion. Une voie qui relie la France d'hier à celle de demain. Il nous rappelle que chaque grande réalisation commence par une idée, parfois jugée folle, souvent incomprise, mais portée par une conviction inébranlable. Il nous enseigne que l'échec n'est pas une fin, mais une étape vers la réussite. Et surtout, il nous montre que l'ingénierie, loin d'être une simple science froide, peut devenir un art, un langage universel, un levier d'humanité. Alors, si vous avez été inspiré par cette histoire, si la figure de Gustave Eiffel vous a touché ou émerveillé, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo en mettant un pouce bleu, en la partageant avec vos proches et en vous abonnant à la chaîne Histoire de France et d'ailleurs. Chaque vue, chaque commentaire, chaque soutien nous aide à continuer cette aventure, raconter la vie des grands personnages qui ont façonné notre monde, avec passion, rigueur et un brin de poésie. Et vous, qu'aimeriez-vous bâtir dans votre vie? Que restera-t-il de vous dans 100 ans? Peut-être une œuvre, peut-être une idée, ou peut-être, comme Eiffel, une silhouette qui défie le temps. À très bientôt pour une nouvelle figure de l'histoire de France et d'ailleurs.